Bonjour chers amis, bonsoir chers amis de Radio Fringale, chers spectateurs. Un plaisir de vous retrouver pour ce débrief de Milan-San Remo et pour une petite preview très rapide du Tour de Catalogne qui commence, donc qui est la grosse course de cette semaine qui vient. Et pour parler de ce Milan-San Remo absolument légendaire, fantastique, je laisserai mes camarades parler d'autres superlatifs. J'accueille mes deux camarades du jour, Adrien et Titien. Bonjour Adrien, comment ça va ? Salut Nico, salut à tout le monde. Bah écoute, je suis encore tout tremblant de la course là. J'avoue avoir quand même rarement vibré comme ça. C'était un final absolument incroyable. Je suis du coup hyper content de faire ce débrief à chaud parce qu'il va y avoir plein d'émotions à faire ressortir là. Enfin, j'ai pris un pied de dingue à suivre ce final quoi. Oui, on en reparlera évidemment. On va analyser ces 30 derniers kilomètres, bien sûr, en détail. Et je tiens à préciser avec Titien, on va pouvoir en parler, c'est qu'on enregistre ce débrief quelques dizaines de minutes, une trentaine de minutes après la fin de la course, le temps de tout mettre en place. Donc Titien, comment ça va après ces quelques minutes ? Toi, tu dois être un homme heureux aujourd'hui. Ah ouais, mais déjà, la course était incroyable. Bonjour à tous, pardon, c'était une folie pure, franchement. C'était... on en avait parlé dans la preview, va le faire, va pas le faire, et finalement il l'a fait. Donc bien joué à Poppy, un petit big up qui avait pronostiqué cette attaque décisive. Et puis à la fin c'est quand même mon coureur préféré qui gagne, donc doublement heureux. C'était pour moi la plus grande classique, je pense, que j'ai vécu. Déjà elle est devant toutes les classiques de l'année 2024, loin devant. Non, c'était vraiment un chef-d'œuvre. Oui, on va en reparler, hein. On peut comparer ça au championnat du monde en Écosse, au Tour des Flandres 2023, à ce genre de grandes classiques. On peut après remonter des années, bien entendu. On va en reparler. Premièrement, je vais vous lancer sur un premier sujet. D'habitude, sur Milan-San Remo, on dit c'est le monument, c'est la classique de l'année. Dans les grandes classiques, dans les monuments, c'est celle qui, en général, est la plus imprévisible et celle où on dit en général où c'est pas forcément toujours le meilleur qui gagne. J'ai envie de vous lancer là-dessus. Est-ce qu'aujourd'hui c'est le meilleur qui a gagné ? Le plus fort de la course ? Pour moi, c'est le sentiment que j'ai. C'est que le plus fort aujourd'hui sur la course a gagné. Ouais, moi je pense que oui aussi, également le plus malin avec ses armes. Là où Van Der Poel a été très très fort, on avait vraiment l'impression que dans la Cipressa, de toute façon, il savait qu'il avait qu'à suivre les attaques de Pogačar, et le contre au sommet du Poggio est absolument magnifique, et je pense qu'il a vu que ça allait vraiment lui coûter beaucoup trop d'énergie d'essayer de le lâcher et que ça valait pas forcément le coup, sachant que il a l'avantage quand même d'être plus rapide au sprint. Donc ça, stratégiquement, c'est aussi pour ça qu'il attaque beaucoup moins et puis qu'il peut courir plus juste que Pogačar, qui lui est obligé de tenter beaucoup plus de trucs. Mais il était vraiment très très fort. Et pourtant, je l'ai rarement vu faire la grimace comme ça dans le Poggio, Van Der Poel. Exactement. Mais on va revenir vraiment à bloc. Hein. Oui, on va revenir sans détail, justement, Adrien et Titien, vous pourrez en parler sur le déroulé. On va reprendre chronologiquement ce qui s'est passé, mais c'est notamment pour commencer l'introduction. Titien, est-ce qu'aujourd'hui c'est le plus fort pour toi qui a gagné ? Un des deux plus forts, c'est sûr. Celui qui a le mieux maîtrisé ses efforts pendant la course, c'était pas à lui de... Il a eu cette chance, entre guillemets, que ce soit pas à lui de déclencher, parce qu'il savait qu'au sprint, derrière, il avait cette pointe de vitesse. Et puis, on voit quand même pendant le sprint, malgré tout... Alors, il y a eu des gros... On en reparlera de ce sprint, parce que pour moi, il y a une énorme erreur de Tadej Pogačar. Il y a une maîtrise totale de Van Der Poel. Mais on l'a vu, de toute façon, quand tu lances à 250 mètres et que ceux de derrière, ils arrivent même pas à reprendre un seul mètre sur toi, c'est tout simplement que t'es le plus fort de la course. Donc, oui, de par le fait qu'il n'ait pas eu à faire lui-même à placer les attaques, je pense qu'en tout cas, c'est celui qui a le mieux maîtrisé son sujet aujourd'hui. Eh ben, on en reparlera. Alors, simplement pour le résultat brut, donc je vous le donne ici, le top 10 que vous voyez à l'écran. Donc, Mathieu Van Der Poel qui gagne devant, évidemment, Filippo Ganna et Tadej Pogačar. Puis ensuite, on peut parler, parce qu'on va pas beaucoup en parler aujourd'hui, mais on en parle vite maintenant, des accessites. Notre ami Michael Matthews qui fait de nouveau une magnifique 4e place, hein, je tiens à le dire. Hein, merci à lui de participer à chaque fois et de nous faire des belles 4e, 2e, 5e places. Hein, le pauvre Michael Matthews qui de nouveau
été présents aujourd'hui. Caden Groves en 5e, Magnus Cort 6e qui confirme son très bon début de saison, très en forme Magnus Cort en ce moment. Mats Peterson qui s'est bien accroché 7e, Olaf Koij qui monte en puissance 8e, Matteo Trentin qui nous a fait une très belle course, qui nous a fait aussi 2-3 spécialités, le coureur de l'équipe Tudor qui rentre dans le top 19e et Fred White qui termine ce top 10. Donc là vous avez au moins on a l'aspect résultat et on va revenir maintenant messieurs sur le déroulé de la course jusqu'au capi. Rien à signaler, l'échappée du jour, on montre les maillots, ça se met gentiment en place, scénario typique de Milan-San Remo, et vient la Cipressa et la première dinguerie, Tim Wellens, qui normalement est la rampe de lancement traditionnelle de Tadej Pogačar, qui se met minable dès les premières centaines de mètres de la Cipressa. Donc je ne sais pas lequel des deux veut commencer à ce moment-là, mais on est dans la Cipressa. Il y a les UAE qui sont restés très discrets durant toute la course, qui ont commencé à se montrer à partir des premiers capis, Capomele, machin, on a commencé à les voir, replacer Pogačar et tout. Mais en tout cas pas première surprise parce qu'on s'attendait à ce qu'ils durcissent la course, mais premier coup de tonnerre, Tim Wellens qui se met minable dès les premières centaines de mètres, Adrien, de la Cipressa. Ouais, c'est ça. En fait, c'est à ce moment-là où on se dit, ah ok, d'habitude, il attend le Poggio. Wellens, on sait que c'est souvent la dernière carte. En tout cas, sur les 2 dernières années, c'était la rampe de lancement de Pogačar dans le Poggio. Là, clairement, on se dit qu'il devrait attaquer très très rapidement. On sait qu'il y a encore à ce moment-là normalement Del Toro et Narvaez pour pouvoir encore lancer Pogačar. Donc après, peut-être on pouvait supposer que c'était juste un objectif de d'écrémage. En plus, Pogačar était très mal placé au pied de la Cipressa. Je sais pas vraiment comment il s'est débrouillé, lui qui d'habitude, il nous habitue pas à ce genre de truc. Et il a déjà fait un effort énorme pour remonter, et puis en fait à peine remonté devant, c'est à 3 kilomètres du sommet, donc encore assez loin, et c'est, je pense, ce qui fait au final la différence, et qu'il y a un écart tellement important, c'est qu'il attend pas le dessus de la Cipressa pour attaquer. Et là, je vais donner la main à Titien pour qu'il nous raconte un petit peu la suite. Mais on voit Narvaez vraiment faire un relais de malade avec Pogačar dans la roue. Et là, on est sûr qu'il va s'écarter dans quelques centaines de mètres pour lancer le champion du monde. Oui, justement, je vais passer la parole à Titien justement sur ce point-là, mais juste on va rappeler, aujourd'hui, j'ai envie de faire parce que moi ça m'a choqué, je vais en parler avec vous, on va regarder, noter le nombre d'erreurs plus ou moins grandes, mais le nombre d'erreurs potentiellement de Pogačar qui lui coûte la victoire, parce que certes, on en a parlé, Mathieu Van Der Poel est monstrueux et il mérite 100 fois sa victoire, n'empêche que ce serait un peu naïf, en tout cas de mon point de vue, de dire que Pogačar a tout tenté et a fait une course parfaite. Alors, il a fait plein de choses très très bien, mais pour moi, en tout cas, dans les premières erreurs qu'on peut noter, mauvais placement, il n'est pas dans la roue de Tim Wellens et de Jonathan Narvaez au pied de la Cipressa, il est aux alentours de la 20e position. Et donc, ça fait partie des 3 ou 4, on va en discuter, erreurs potentiellement de Pogačar à ce moment-là. Donc, une des premières qui fait qu'il arrive peut-être un peu moins à 100% que prévu au départ. Et justement, Titien, attaque de Tadej Pogačar, et là, réponse extraordinaire de Mathieu Van Der Poel qui ne bronche pas au plus fort de la Cipressa. Oui, juste pour revenir sur ce que disait Adri, moi dès que j'ai vu Tim Wellens s'accélérer comme un fou, Tim Wellens c'est la dernière rampe de lancement habituelle de Tadej Pogačar. Bon, il n'y avait pas de doute, il sacrifie Tim Wellens comme ça, il allait attaquer, tu voyais remonter avec Narvaez, bon, il n'y avait pas de... Franchement, j'ai pas eu trop de doutes, donc effectivement, et de toute façon, ça a explosé en 1 kilomètre, donc en 3 minutes, il n'y avait plus personne. Et ouais, tu vois l'attaque de Tadej Pogačar, mais Mathieu Van Der Poel, il paraissait quand même très très serein. Alors, il était bien rouge écarlate à un moment, mais mine de rien, franchement, en plus, on sent l'intelligence et on sent que Mathieu Van Der Poel, c'est devenu un peu un maître dans l'art de courir. On l'avait déjà senti sur sa victoire à San Remo il y a 2 ans, quand il laisse Van Aert faire l'effort là sur l'attaque de Pogačar dans le Poggio. Van Aert, il fait l'effort, Van Der Poel, il reste dans sa roue, et forcément il contre. Et là, c'est pareil, il laisse Pipo Ganna se charger du travail, jusqu'à vraiment voir que là, si je continue, il va craquer. Et du coup, en 2 coups de pédale, il est revenu dans la roue de Van Der Poel. Alors attention, il se baladait pas du tout, mais on a senti quand même qu'il maîtrisait son sujet, et que s'il arrivait à passer je pense qu'il a quand même souffert pour retenir la route Pogačar, mais il a quand même réussi à passer cette Cipressa, et à ce moment-là, je me suis dit quand même que ça allait être vraiment impossible de le lâcher. Donc
Mais Tadej Pogacar, on ne peut que saluer ce qu'il a fait. On était peu à y croire, hein, même quasi pas finalement à ce coup-là dans la Cipressa quand on a fait la preview. Et voilà, il y est allé et il a fait le one shot, quoi. Il a tout tenté sur cette ascension et mine de rien, mais au sommet. C'était monstrueux, les écarts qui ont été creusés. J'avais mal aux jambes quand je vois qu'ils ont monté en 8,45, 30 secondes plus vite que le record des années précédentes. C'était une folie totalement. Vraiment, j'avais vraiment mal aux jambes. C'est monté très, très, très vite. Oui, alors c'est monté extrêmement vite. Et là, kudos au Français Romain Grégoire qui a voulu je sais pas ce qu'il a voulu faire, il a voulu se tester. Il a dit il y a les meilleurs coureurs du monde qui attaquent à fond. Je vais essayer de suivre. Et on y a cru un petit moment. Bon, finalement, il a fini par exploser. Mais on y a cru à un moment donné. Romain Grégoire, au plus fort de la pente, au maximum de l'effort, a réussi pendant plusieurs secondes, une dizaine de secondes, douzaine de secondes, à tenir la roue de Pogacar, Van Der Poel et de Filippo Ganna. Ça promet des belles choses pour la suite parce que il a le profil, ce profil justement Romain Grégoire a dans la Cipressa et dans le Poggio, qui continue à progresser, à être très bon là-dessus, Adrien, sur Romain Grégoire. Ouais, il était extrêmement bien placé du coup et en fait il est clairement en 4e position quand Pogacar il attaque, donc ce qui fait qu'il peut se permettre le luxe d'essayer de suivre, c'est son placement et le fait qu'il a très bien couru à l'avant. Il a su se replacer vraiment au bon moment. On l'a vu traîner pas mal devant dans le peloton, donc ça c'est déjà une qualité qui est hyper importante quand tu veux jouer des classiques. Et franchement chapeau à lui parce qu'au moins il a essayé. Et on sait pas trop ce qui peut se passer dans ces cas-là. Peut-être que Pogacar aurait pu ralentir un petit peu le rythme. Il a dû vite voir qu'il était en sur-régime, mais il fallait tenter. Et puis on voit qu'il tient vraiment un moment parce que quand il saute, après il reste longtemps entre les deux groupes et il se fait reprendre à peu près sur le sommet. Et ouais, non, chapeau, il nous a vraiment donné c'était une belle tentative. En tout cas, il a eu entièrement raison. Et sur un malentendu, ça aurait pu encore mieux se passer, mais je te rejoins, c'est très très prometteur. Et puis ça montre aussi l'état d'esprit et le tempérament du coureur. Et je pense qu'il n'a pas de sentiment d'infériorité par rapport à des gars comme ça. Et ça, quand tu veux viser les plus grandes courses, c'est hyper important. Oui, tout à fait. Romain Grégoire, qui ne cesse de progresser. Alors tout le monde, voilà, ça fait partie des jeunes espoirs français. On attend également Paul Sexas dans les années à venir. Pas sur ce genre de course, sur d'autres genres de courses, mais le renouveau du cyclisme français est sur ce profil vraiment de puncher, d'hommes costauds qui ont de la force. Voilà, Romain Grégoire montre qu'il il promet pour l'avenir, comme certains avaient pu le penser. Et donc on arrive on rappelle que les derniers kilomètres de la Cipressa sont un peu moins difficiles, ça s'aplatit un peu sur le sommet, ce qui permet à Ganna de juste tenir, de revenir dans les roues du duo des deux meilleurs coureurs du monde sur ce genre de parcours, Pogacar et Van Der Poel. Et Titien, à ce moment-là, une chose qui, moi en tout cas je l'ai écrit sur le groupe, j'ai dit Van Der Poel m'a l'air très très fort, ça va être très difficile de le battre. Et une autre chose, c'est qu'ils sont avec Ganna et ils commencent, vu que le trou qu'ils ont fait, 35 secondes, puis qu'ils vont devenir 45 secondes, puis 1 minute entre la Cipressa et le Poggio, c'est que finalement, ils s'entendent assez bien pour enterrer les sprinteurs derrière. Oui, alors déjà en fait les sprinters, le temps que en fait ça a pris beaucoup de temps à se reformer parce que le groupe qui passe juste derrière les trois, il passe avec quoi, une quinzaine de coureurs et puis en bas de la descente ils sont 30-40, donc finalement tous les leaders étaient un peu esselés. Je crois qu'il y avait Mats Pedersen qui était plutôt en fond de groupe à s'accrocher, à qui il restait un coéquipier. Et il s'est fait mal, Ouais, il s'est fait mal parce qu'il était cramé au sommet de la Cipressa. Il aurait peut-être dû se faire un peu moins mal sur Paris-Nice, je sais pas. Toujours est-il qu'il est pas passé avec les meilleurs et en fait le temps, de toute façon, moi quand j'ai vu qu'il y avait 30 secondes au sommet de la Cipressa, on sait que cette descente elle est hyper rapide, que c'est pas, et puis que derrière ils vont forcément attendre les équipiers. J'ai vu qu'avec des individualités, je me suis dit ça va reperdre 30 secondes et bingo, 2 km après la descente, ils étaient déjà quasi 1 minute. Et puis t'as Van Der Poel, t'as Ganna, t'as Pogacar, jamais tu reviens. On a très vite compris que ça reviendrait plus. Après, est-ce que j'en ai vu qui disaient oui, Ganna, faut peut-être pas rouler, etc. Il allait pas ne pas rouler.
quand t'es 3, certes, il a senti qu'il était le moins fort, mais déjà la Ciprezza c'était beaucoup plus dur que le Poggio. Donc le Poggio, tu peux toujours te dire, attends, sur un coup, je vais peut-être me refaire et ça va être plus facile à passer. Et puis d'ailleurs, il l'a très très bien monté. Donc non, Ganna, enfin tous les trois avaient une bonne raison de rouler finalement, et à aucun moment je me suis dit, il y en a un qui va pas faire les efforts. Tous les trois avaient leur chance. On sait très bien que dans une montée et dans la suivante, forcément, tu peux subir un coup de moins bien et les niveaux peuvent changer. Donc c'était logique. Et puis ils ont perdu 15 secondes dans les 2 derniers kilomètres avant le Poggio parce qu'on sent qu'ils se sont bien regardés. Mais de toute façon, dès le premier kilomètre du Poggio, dès les 300 premiers mètres du Poggio, c'est reparti comme dans la Ciprezza. Et c'était une folie à ce moment-là, encore une fois. Ouais, et Ghana d'ailleurs qui la joue assez bien, puisqu'en fait en jouant ensemble on se dit oui mais potentiellement c'est le moins explosif, le moins fort des trois et compagnie. N'empêche qu'en roulant il s'assure un top 3 déjà, et puis après on sait jamais ce qui peut se passer, hein. Il peut essayer, essayer de se regarder, il peut nous faire une Cancellara, on sait pas, enfin voilà, il a ce rôle-là, mais au moins en roulant entre les 10 km, là, les 8-10 km qu'il y a entre la Cipressa et le Poggio, il s'assure un top 3 et c'est jamais anodin, hein. Je veux dire, c'est toujours sympa sur le palmarès, même s'il souhaite évidemment la gagner, mais de s'assurer un podium de Milan-San Remo, c'est quand même déjà pas mal. Et d'ailleurs, Adrien, justement, on revient à ce pied de Poggio où là, Pogacar décide d'en remettre une dès le pied du Poggio, dans des passages entre 3 et 5%, en disant on a roulé, mais si je veux avoir une chance de larguer les deux qui sont sur le papier plus puissants que moi et donc potentiellement sur un sprint à 3, on l'a vu, hein, qui sont plus forts, il faut que je fasse toute la montée à bloc pour essayer de les sauter. D'ailleurs il fait sauter Pipo Ganna dès les premiers hectomètres du Poggio. Ouais, je sais pas avec le recul si c'était vraiment la bonne solution. On voit qu'il se replace en queue de groupe pour vraiment attaquer très tôt. Certes, il fait sauter Ganna, mais de toute façon, Ganna, il la joue très intelligemment. Lui, il sait qu'il faut que les efforts soient le plus lissés possible. Donc, en fait, il s'est fait un chrono dans le Poggio avec 2 points de mire devant. Et peut-être que c'était aussi peut-être un aveu de faiblesse et puis de l'impatience de la part de Pogacar de vouloir s'isoler le plus tôt possible et finalement peut-être pas attendre un moment un peu plus opportun ou stratégiquement c'était un peu mieux de faire rouler un peu plus Van Der Poel, essayer de le surprendre. Et tout de suite, du coup, il attaque, il met une grosse attaque. Après, il prend un très gros relais. On voit Van Der Poel dans la roue. Après, il recommence. Il y a une fois après, il accélère en sortie de virage, mais c'est des attaques de devant, donc on sait que ça a pas la même efficacité. Et du coup à ce jeu-là, Pogacar il a failli se faire avoir parce que la seule attaque de Van Der Poel, c'est là où il y a le plus gros écart entre les deux de la course finalement, où Van Der Poel lui met 2 vélos. Et bon, Poggi revient mais ouais, ça a commencé en tout cas très très fort. Mais je sais pas, j'aimerais bien votre avis aussi là-dessus, savoir si Pogacar aurait pas eu intérêt à attendre un petit peu, à essayer de la jouer un peu plus. J'ai trouvé que ça transmettait un petit peu d'impatience chez lui. Patricien. Moi, je suis pas vraiment d'accord. Pour moi, jusqu'aux 500 derniers mètres, Pogacar, il a quand même fait la course qu'il devait faire. J'en reparle, mais voilà, il devait finalement, après trois échecs d'attaque dans le Poggio, il sent bien Pogacar que le Poggio c'est pas assez dur. Il a tout mis dans la Ciprezza et il a eu raison. Enfin, finalement, le scénario, je vois pas un scénario où il aurait plus facilement gagné et sorti tout le monde dans le Poggio. On a bien vu que si déjà il lâchait pas Van Der Poel dans la Ciprezza, dans le Poggio, sur un scénario classique, il l'aurait jamais lâché. Ensuite, non, finalement, il voit que Van Der Poel suit dans la Ciprezza. Il sait que Van Der Poel, sur 200-300 mètres, c'est le meilleur puncher du monde actuellement. Il a un kick formidable. Le plus puissant. Pogacar, il attend le passage dessert là, à 8-9%, qui dure 100 mètres dans la montée pour attaquer. Et qu'il a pas mis en difficulté avant Van Der Poel, pour moi, il avait aucune chance. Donc, il s'est dit, je vais tout tenter sur le... Et puis, il va pas rouler comme un dératé non plus avec Van Der Poel dans sa roue dans du 4%. Donc, finalement, je pense qu'il s'est dit, il faut lui mettre des mines, il faut jouer sur la filière de l'endurance, de la montée où ça s'arrête pas, etc. Et puis, d'ailleurs, à un moment, Van Der Poel, il perd 1 mètre, 1m50. Alors, est-ce qu'il bluffait, est-ce qu'il bluffait pas, je ne sais pas. Toujours est-il que Van Der Poel, tellement est technicien que dès qu'il y avait un virage, il se remettait tout de suite dans la roue. Ça le faisait se remettre dans la roue de Pogacar. Il gère tellement bien son effort. Il y a une super gestion de Van Der Poel. Et effectivement, Pogacar, je pense qu'il est devenu également un peu impatient.
Mais c'est parce qu'il voyait qu'il commençait à manquer de solutions. Il sentait qu'il était pas loin de le faire plier, mais en tout cas, moi, la solution, c'était pas d'attendre une seule mine, une seule attaque, parce que tout Pogacar qu'il est et tout excellent puncher, parmi les meilleurs punchers du monde qu'il est, ben, je pense que Mathieu Van Der Poel, sur un effort comme celui du Poggio, il est encore meilleur puncher que lui. Donc, non, il a fait ce qu'il devait faire. Il a fait craquer tout le monde dans la montée qui lui convenait le mieux. Il a vu que finalement, malgré tout, il y avait un autre extraterrestre qui était au moins aussi bon niveau et un mec qui surfe en ce moment qui est sur la vague, qui est Filippo Ganna, qui était juste là. Il a rapidement éliminé Ghana. Après, voilà, enfin finalement, Van Der Poel, c'était vraiment le caillou dans la chaussure parce que s'il y a pas Van Der Poel, le Ghana, il revoit jamais Pogacar, je pense. Donc non, C'est clair. non, il a fait, c'est sûr. pour moi, il a fait ce qu'il fallait. Il a fait ce qu'il fallait. Il a tout tenté. Et puis on voit bien que de toute façon, moi je l'ai senti. On sentait bien qu'à 1 kilomètre du sommet là où il met son attaque habituelle dans le Poggio, il essaye de réattaquer Van Der Poel, mais clairement, ça se voyait qu'il commençait à être complètement cuit. Pogacar, son attaque. Et quand je vois Van Der Poel à 800 mètres du sommet mettre les mains en bas, je me dis, depuis 3 danseuse, je sentais qu'il allait plus être décroché et je sentais qu'il allait essayer de lui foutre à contre ce qu'il a magnifiquement fait. Donc, non, mais en fait, d'une, Pogacar, il avait pas le niveau physique pour faire mieux. C'est déjà juste exceptionnel ce qu'il nous a montré aujourd'hui. Et de deux, bah, quand t'as un mec comme Mathieu Van Der Poel sur un parcours comme ça, non, je pense qu'il a fait, et alors on en reparlera évidemment du sprint, mais en tout cas, au dernier kilomètre, il a fait la course qu'il devait faire. Alors, avant de parler du sprint, j'aimerais qu'on parle un peu de Mathieu Van Der Poel parce que là où Pogacar a potentiellement, malgré ses tentatives, son panache habituel et son niveau extraordinaire, hein, on en a parlé des tonnes de fois et on va continuer à le faire évidemment. En tout cas, s'il continue à nous sortir des masterclass comme ça à chaque fois au niveau du spectacle, hein, pas forcément au niveau du résultat, mais au niveau du spectacle. J'aimerais qu'on parle de la course de Mathieu Van Der Poel parce que je trouve qu'en termes de gestion et d'intelligence, il a vraiment été au-dessus du lot et avec vraiment sur des détails. Alors déjà, il est extrêmement fort et bon dans la Cipressa parce qu'il sait que c'est là qu'il doit tenir Pogacar. Il roule, il en fait pas trop, mais il participe quand même, il met des bons relais pour montrer qu'il est là. Il sait que c'est le plus rapide sur le papier des trois, donc il a tout intérêt à ce que ça se passe bien. Il gère extrêmement bien la montée du Poggio. Il fait jouer à mort ses qualités de cyclocrossman sur les relances, sur la technique, sur le fait de bien aspirer les à-coups de Pogacar et compagnie. Je pense qu'il s'est fait très très mal dans le Poggio dans la première moitié pour le tenir parce qu'on voit qu'il est à la rupture et que je pense que comme il le fait très bien, il a cette poker face qui montre non, c'est bon, je suis facile. Quand je le vois l'état à la fin de la course, je pense qu'il s'est fait extrêmement mal, Mathieu Van Der Poel, parce qu'il sait que c'était son salut et qu'après, et il y a un dernier point dont on parle pas, c'est justement cette attaque sur le sommet. Et moi, connaissant Mathieu Van Der Poel, et il connaît Pogacar, et il s'est dit, Pogacar va essayer de m'en remettre une et il va essayer de me faire la descente. Si je veux que la descente se passe bien et que on la fasse rapidement, mais sans prendre trop de risques, et pour m'assurer de mettre de l'écart et compagnie, pour éviter de me faire attaquer dans la descente avec Pogacar, se prendre un muret et tout, on ne sait pas ce qui peut se passer et compagnie. Il lui met une attaque en disant je finis avec tout ce que je peux le Poggio, je vois que Pogacar commence à être cuit parce que mine de rien il a fait des énormes efforts et je m'assure d'avoir une descente à peu près tranquille où Pogacar va pas essayer de me mettre un vélo au sommet du Poggio et je vais devoir faire la descente à fond pour le suivre et on ne sait pas ce qui peut se passer. Très intelligent de la part de Mathieu ce point de vue là également. Ouais, je suis bien d'accord, mais de toute façon, ça c'est le Mathieu Van Der Poel depuis sa fabuleuse année 2023. C'est plus le Van Der Poel qui gagne l'Amstel Gold Race en 2019 en roulant comme une brute pendant 20-30 bornes. Et là, on a vraiment, en fait, il est vraiment devenu très fin tacticien, et c'est ça qui lui a permis aussi d'étoffer à ce point-là son palmarès, en plus d'être exceptionnellement fort. Mais il sait maintenant compter il compte ses efforts très intelligemment. Il sait les faire au bon moment. Et là aujourd'hui, il les a fait au bon moment. On reparlera de comment il gère le sprint tout à l'heure aussi. Mais il sent vraiment la course et il a une capacité qui est assez exceptionnelle d'arriver à prendre des très très bonnes décisions rapidement et à s'adapter à chaque fois à tout ce qui peut se passer dans la course et à tout l'environnement qu'il y a autour de lui, que ce soit quand tu vois à quel point il est agile sur un vélo, qu'il a des réflexes, et puis aussi d'un point de vue tactique, en mode, moi je trouve que ça fait peut-être 3 ans que quand il faut attaquer, pas attaquer, rouler, pas rouler, il prend toujours les bonnes décisions, ou quasiment, en tout cas sur les courses qui visent vraiment.
pas parler des étapes de grand tour ou autres parce que c'est pas le même Van Der Poel qu'on a. Mais sur ce genre de course, enfin voilà, son Poggio en 2023, il est absolument magnifique, la façon dont il gère tactiquement. Et là encore aujourd'hui, ouais, moi je trouve qu'il a couru vraiment la façon dont il fallait le faire avec les qualités qu'il avait aujourd'hui. Et voilà, j'ai trouvé très intelligent aussi des La Cipressa quand à un moment il passe un petit relais à Pogačar parce que Van Der Poel, il a pas intérêt à ce que ça revienne non plus de derrière, et quand il voit qu'il s'isole, clairement, arriver à 2 avec Pogačar, c'est beaucoup mieux pour Van Der Poel que d'arriver avec des plus gros sprinteurs, avec un groupe de 10 où c'est toujours plus compliqué à gérer. Donc, ouais, c'est vraiment cette capacité de s'adapter à son environnement, et à prendre des décisions très justes en une fraction de seconde qui est de plus en plus c'est de plus en plus impressionnant. Donc non seulement c'est un des gars les plus forts physiquement, mais tactiquement une très belle justesse. Titien, rapidement sur la gestion tactique de la course de Mathieu, et puis on va pouvoir enchaîner avec le sprint final. Le sprint, il fait aussi partie de cette gestion tactique. Enfin, c'est la perfection, il y a rien à dire. Il savait très bien que le moment pour lui c'était la Cipressa. Il a très très bien senti que ça allait cette année dégoupiller des 7 montées. Il était placé en deuxième position dès le pied de la bosse. Il a jamais été pris en défaut. Il a toujours été au bon endroit. Il est très bien placé tout le long. Hein. Ouais, non mais c'est incroyable. C'est pareil. Tu sens qu'il se fait prendre un mètre ou deux par Pogačar avant chaque virage dans le Poggio, mais il sait qu'avec sa technique, ça va le remettre directement dans la roue. Il se crame pas non plus. À un moment, il se prend un mètre sur Pogačar. Je pense pas qu'il était en mode complètement cramé, mais juste, il sait parfaitement également lisser son effort quand il faut. De toute façon, il savait, lui, en fait, son rôle, c'était de suivre Pogačar, et puis d'essayer de le contrer avec son punch dévastateur dans les 200 derniers mètres du Poggio, et c'est ce qu'il a essayé de faire, et c'est ce qu'il a presque réussi à faire. De toute façon, moi je le sentais, et il a attaqué, et c'était parfait, parce que, à mon avis, ça a dû faire très très mal au mental de Pogačar, qui s'est dit, bon, c'est foutu, parce que il est plus explosif que moi, et puis ensuite, on a bien vu que finalement, Pogačar, il s'est toujours dit je vais essayer de le lâcher, et en fait il s'est rendu compte que là c'était lui qui était pris à défaut et qui était dans une position de se défendre, et qu'il a bien senti qu'il était à fond du fond au sommet du Poggio, et que dans tous les cas il n'aurait jamais pu le lâcher. Donc non, il a couru comme il fallait. Mathieu Van Der Poel, c'est beau, c'est efficace, c'est vrai que c'est un chouïa moins sympa à suivre que le Van Der Poel. Je me souviens quand il est arrivé en 2019, 2020, et qu'il attaquait à 50 km de l'arrivée un peu partout. Enfin, voilà, il a beaucoup appris, mais aujourd'hui, tout est millimétré, tout est bien pensé. Ouais, il y a eu un énorme travail derrière toutes les défaites qu'il a pu avoir par rapport à des détails, etc. Là, vraiment, chapeau, parce que au-delà du niveau physique, c'est une prestation millimétrée, j'ai l'impression, sur chacune des grandes classiques qu'il dispute. Oui, et on arrive justement à ce sprint final qui est des dernières erreurs de Tadej Pogačar, qui est potentiellement, non, il est le moins puissant face à deux vraiment monstres de puissance que sont Filippo Ganna et Mathieu Van Der Poel, qui n'ont pas du tout le même profil physique que Tadej. Mais Tadej, on l'a vu, n'est pas à une très très bonne pointe de vitesse, donc il se dit on peut essayer, mais il a besoin de les surprendre, et il laisse beaucoup trop d'espace à des coureurs qui peuvent faire sur 300 ou 400 mètres des efforts d'une violence inouïe, quasiment. Il y a peut-être peut-être Van Aert et un Milan bien luné qui peuvent faire des efforts comme Ganna ou Van Der Poel sur 400, 500 mètres. Voilà, on oublie aussi de dire que Mathieu Van Der Poel et Ganna, qui d'ailleurs revient dans le plat à la descente, j'avais pas beaucoup de doutes, il y avait moins de 10 secondes au sommet du Poggio, que si les deux ils n'allaient pas forcément être à fond, que Ganna avec ses qualités de rouleur pouvait revenir, donc on s'attendait à un sprint à 3. Et on oublie de dire que effectivement Mathieu Van Der Poel et Filippo Ganna sont des très très bons lanceurs de sprint. C'est pas des sprinteurs purs évidemment, mais sont des très très bons lanceurs et qui sont capables de faire des sprints longs. Et Ganna, qui je pense est cramé, également fait une petite erreur également, en se laissant surprendre par Mathieu, qui prend 2 vélos d'écart, et après c'est terminé. Mais drôle de gestion de sprint de Pogačar. J'ai pas compris ce qu'il a voulu faire, Adrien, là-dessus. Ouais, il a voulu faire un sprint sur les qualités de ses adversaires. Donc ouais, effectivement, c'était peut-être pas la meilleure solution. Après, il a tenté un truc, mais tu vois aussi que
bah, c'est ce qui se passe parfois quand t'es tellement fort et que tu gagnes facilement beaucoup de courses, tu perds un petit peu cette science-là. T'instinct du tueur. Ouais, c'est ça. Et puis le fait de prendre des décisions, des très bonnes décisions extrêmement rapidement, bah là, il se laisse décoller exprès. Si t'es le plus puissant, ouais, c'est vraiment ce qu'il faut faire. Mais en fait, il voulait essayer de les surprendre. Et bah, il est tombé sur de toute façon sur Van Der Poel qui a parfaitement maîtrisé en regardant et puis en s'isolant. Mais pour moi dans ce sprint, Pogačar, je pense qu'il a un peu fait le truc en mode de toute façon contre les deux je vais perdre, donc je vais tenter un truc, je vais essayer de les surprendre. Et à mon avis, il savait aussi qu'en restant dans la roue ou de Ghana ou de Van Der Poel, aller les déboîter et les battre au sprint, ça allait être très compliqué. Donc il s'est dit bon bah de toute façon ma chance pour gagner elle est passée. Il aurait fallu que j'arrive tout seul et sans ces deux-là. Donc je vais tenter un truc. Après moi je pense que l'erreur c'est Ghana fait une plus grosse erreur dans le sens où il cherche pas à rester collé à Van Der Poel. Et comme Van Der Poel, en fait, on sait que Van Der Poel, quand il anticipe les sprints, il est quasiment intouchable parce que il a un tel jump qui décolle les gars de sa roue et qui peuvent pas qui peuvent pas du tout revenir. Et du coup là on voit à un moment il y a 10 mètres entre chacun où Van Der Poel est sur la droite de la route, Ghana sur la gauche et Pogačar encore derrière Ghana. Et en fait bah là où c'est très intelligent de la part de Van Der Poel, c'est que Van Der Poel il comprend à ce moment-là que même si on est très loin, en fait il y a personne qui bénéficie de son aspiration, donc il peut envoyer maintenant et puis voilà ça a fait mouche et enfin il y avait pas photo. Titien, pareil, belle de nouveau, belle lecture, belle roublardise de Mathieu Van Der Poel qui se décroche un petit peu à gauche et qui après, bon on le sait, hein, c'est le plus explosif des trois et qui permet de se décrocher, donc de surprendre Ghana qui peut le contester sur un sprint long et Pogačar qui est 3 vélos derrière. Donc de nouveau, ce qui montre aussi que c'était le plus fort, c'est qu'il a encore une belle lucidité après 300 km et après les efforts de la Cipressa, du Poggio et de toute la course pour avoir encore cette petite lecture et tout donner sur les 350 derniers mètres. Non, mais ce sprint, c'est une masterclass. Pour moi, c'est le plus beau sprint de sa incroyable. carrière. Il les a mangés sur les 500 derniers mètres. Il a fait ce qu'il a voulu. Il a ralenti le rythme. Il savait que sur l'explosivité, il allait sortir de la roue. En fait, je pense aussi qu'il y a une sorte de mythe qui s'est créé un peu sur Mathieu Van Der Poel, c'est un gars hyper explosif, mais que sur les sprints longs, on peut l'avoir. S'il doit venir sûrement de sa défaite face à Casper Asgreen en 2021 sur un sprint de 250 mètres, faut pas oublier que Van Der Poel, notamment face à Van Aert en 2023, il remporte le championnat du monde de cyclocross en lançant le sprint à quasi 300 mètres. Quand il gagne le Ronde en 2022, il lance le sprint également face à Pogačar à plus de 250 mètres. Donc, je pense que Pogačar s'est dit, tiens, je vais nous faire un peu un sprint long décollé où je vais partir de loin, etc. Sauf que tu t'es fait avoir, mon gars, et Van Der Poel, il a lancé aux 250 mètres, je pense, au moment où Pogačar avait prévu de lancer son truc, et puis derrière, ils l'ont jamais revu. Il y a le Ronde avec Van Aert aussi. Ouais, non, alors c'est le Ronde avec Van Aert, il joue avec Van Aert qui est encore un des meilleurs sprinteurs du peloton à cette époque. Un peu moins mal maintenant, mais le Ronde où il finit les deux, ils sont les deux avec Van Aert sur le Ronde, sur un sprint long, il bat Van Aert. Oui, non, mais c'est clair. Non, mais du coup, voilà, Mathieu Van Der Poel a surtout perdu ce Ronde 2021 face à Asgreen parce qu'il était complètement mort. Plus que, voilà, il avait pas, mais en pointe de vitesse, évidemment qu'il était bien supérieur. Et puis, cette justesse tactique, il ralentit. Je pense que Ghana, dans tous les cas, il était un peu cuit, mais il les ralentit assez pour les avoir sur la giclette. Et t'as un moment où Ghana, il jette un coup d'œil à 250 mètres sur Poggi et Van Der Poel il embraye à ce moment-là. Ghana du coup il a un temps de retard. Poggi alors on va en reparler après, mais quelle erreur, il est complètement décollé de la roue. Et puis derrière en fait on voit tout simplement non parlons maintenant. Oui, ce que je voulais dire en tout cas c'est que Van Der Poel c'était largement le plus fort parce qu'il lance le sprint de loin et en fait un moment vu de face tu vois pas très bien ce qui se passe, tu te dis oh il va se faire remonter, puis en fait quand tu revois le sprint derrière il était juste beaucoup plus puissant que les deux autres. Ghana il a fait ce qu'il a pu. Ghana il était quand même complètement cramé et avec sa puissance il va chercher cette belle deuxième place, mais voilà, tu sentais que dans tous les cas il pouvait pas faire mieux. Et alors Pogačar, mais quelle erreur. Mais ok, tu veux tester Van Der Poel sur un sprint long, mais reste dans sa roue et profite de son aspiration. Qu'est-ce qu'il fait 15 mètres derrière, c'est mais pourquoi il reste pas dans sa roue? Franchement c'est et Pogačar, on peut dire ce qu'on veut, c'est le meilleur coureur du siècle, etc. Il est souvent habitué quand même à écraser la concurrence, mais dès qu'il est soumis, voilà,
à des situations un peu compliquées. Et puis on peut mettre ça en parallèle avec son rond de 2022 également, où sur un sprint à 2, il arrive à finir 4ème, ce qui est quand même un Ou exploit avec monumental. Vingegaard l'été dernier aussi. Ouais, non, mais voilà, il y a quand même. Oui, Ouais. en fait, Il y a plusieurs exemples. ouais, et ben, bon, je pense qu'il était complètement cramé, Poggi, hein. Malgré tout, il a même fait tellement d'efforts, il aurait pas pu faire beaucoup mieux. Il reprend rien sur le sprint, enfin, voilà. Mais au moins colle à la roue de Van Der Poel. Enfin, Et dans la roue de tu Mathieu. dis- moi, je pense que c'est une bonne stratégie. Tu dis, ok, je peux le déboîter sur un sprint long. Mais pas si déjà t'es à 15 mètres. T'es à 15 mètres d'un Van Der Poel qui a le kick le plus énorme du peloton. Forcément, dès qu'il a lancé son sprint, t'es quasi à 30 mètres, quoi. Enfin, Terminé. j'ai vraiment pas compris. Dans tous les cas, on va pas se le cacher, il était cuit. L'ami Poggi, il avait tout mis, je pense, dans les bosses et dans tous les cas, parce qu'il est capable de faire des super sprints quand même. Donc là, il reprend même rien à Ghana, qui avait pourtant été cravaché pour revenir dans les 3 des kilomètres d'avant. Donc, bon, je pense que voilà, le résultat brut n'aurait pas changé, mais il y a quand même une énorme erreur tactique de Tadej Pogačar qui sera à revoir, parce que quand tu vois la vue d'hélicoptère, là, tu te dis, mais il est loin, il est lâché, en beaucoup fait, trop quoi. loin. Enfin, il a voulu faire de la piste comme s'il avait de l'élan sur tout en haut de la piste, mais non, mais, enfin, vraiment, je Faire de la comprends piste pas. contre Mathieu Van Der Poel et Philippe Ogana, si tu veux, la stratégie. Ouais. Non, mais sur la piste, tu peux être loin, c'est logique, parce que tu as cette descente qui te permet de prendre de l'élan. Non, mais là, il y avait Ou il y avait rien. il s'est dit Van Der Poel il va pas regarder derrière lui, mais ce qui est complètement bête quoi. Parce que Van Der Poel il s'est justement mis devant à ce moment-là pour pouvoir surveiller de derrière et puis contrôler, et je te rejoins, il a fait vraiment ce qu'il a voulu. Et bon, de toute façon Pogačar aurait pas pu gagner parce qu'il était trop cuit, pas assez rapide, et même s'il tente une autre tactique sur le sprint, je pense que ça n'aurait pas fonctionné, mais oui, très très surprenant. On va voir si jamais il y a à nouveau un sprint dans 15 jours entre les deux, s'il a appris de cette erreur. Moi, ça fait quand même 2 erreurs pour Tadej Pogačar vraiment majeures aujourd'hui. Alors après, le reste, c'est tellement facile de dire ça assis sur son canapé. Mais il y a quand même 2 erreurs. C'est au pied de la Cipressa. Si tu sais, et il le savait, il s'est préparé à l'avance, c'est regardé avec les équipes, c'est discuté pendant la course. Si tu sais que tu dis que tu vas cramer Tim Wellens, puis Jonathan Narvaez, qu'importe l'ordre en fait, mais tes 2 gros lieutenants dès le pied de la Cipressa et le milieu, là où c'est le plus difficile, pour essayer de décrocher tout le monde. Pourquoi t'es pas dans la roue de Tim Wellens, même si t'as Mathieu Van Der Poel sur le porte-bagages? De toute façon, au bout d'un moment, tes coureurs vont se relever et c'est toi qui vas devoir faire la décision. Mais au moins, ne tape pas un effort supplémentaire pour te replacer. Machin. Moi, déjà, je comprends pas ce point-là. Après, c'est un détail, parce qu'après, le reste, bon, voilà. Et effectivement, sur le sprint, t'as la chance à 800, 700 mètres de l'arrivée que Van Der Poel soit en première position. Tu dis déjà, au moins, tu es dans la position préférentielle, c'est-à-dire la 2e position. Reste dans cette position, parce que si Ghana revient depuis l'arrière et tente un sprint long, c'est Mathieu qui va devoir y aller. Et donc, tu vas être dans l'aspiration. Donc, au moins, tu te dis, si au pire, je suis 3e. Et c'est ce qu'il va faire aujourd'hui. Mais au moins, essaye de maximiser tes chances en disant, ben, j'ai Ghana dans la roue, mais il va essayer de prendre un sprint long. Et de toute façon, Mathieu va y aller. Et si Mathieu décale, ce qu'il a fait, je reste dans sa roue et j'essaye, on sait pas, hein, j'essaie de rester dans sa roue sur le kick, et pourquoi pas, on sait pas, avec l'aspiration, peut-être que je peux le choper. Mais il dit, au pire, de toute façon, si on fait un sprint, on est les 3 sur une ligne, etc., je suis 3e. Donc au moins, essayer de maximiser tes chances, ce qu'il a pas fait. Donc ça fait 2 erreurs. Dernière petite question sur ce Milan-San Remo, avant qu'on en tire un dernier bilan, parce que ça fait bientôt 40 minutes qu'on en parle. Est-ce que vous pensez, et là, une réponse très rapide, Adrien Puticien, est-ce que vous pensez que Pogačar s'est encore ressenti des séquelles de sa chute sur l'Estrade Bianche? Non. Pas du tout. Non, Non, le non. niveau qu'il avait. Non. Je demande. Non. Je- Bah voilà. Non, mais il faut pas- non. En fait, je pense pas. En fait, à un Van Der Poel près, Pogačar, il nous fait un numéro de folie en c'est partant ça. dès la Cipressa, et Ghana, il a beau être Ghana, il l'aurait pas revu. Donc c'est vraiment juste qu'il y a Pogačar, il est exceptionnel, et que sur les classiques, il y a un mec qui est tout aussi exceptionnel que lui, qui donne cette impression que... Mais non, Pogačar, il était phénoménal. C'est juste abusé son niveau. Est-ce que, Et- et donc du coup, vas-y Adrien, puis après Non, bah, c'était juste du coup pour dire que, et c'est grâce à ces 2 coureurs qui ont un niveau exceptionnel sur cette course-là qu'on a eu une course absolument incroyable. Et effectivement, si Van Der Poel il est pas au départ, bah ça fait comme d'hab, solo de Pogačar depuis la Cipressa, et puis tout le monde dit gna Pogačar, la course elle était nulle et tout ça. Donc du coup c'était absolument génial quoi.
Ça fait quand même, et je termine cette conclusion parce que moi ça m'a marqué au moment du résultat, parce qu'évidemment, moi je me doutais quand même quand on a vu le scénario que Mathieu Van Der Poel allait gagner. Il n'y a pas besoin d'être gros devin ou fan de cyclisme, hein. Moi quand j'ai vu la Chypressa, je me suis dit, ouh, s'il se passe pas grand chose, s'il n'y a pas de décalage, Mathieu Van Der Poel a de très grandes chances de gagner. Ce qui s'est passé, mais il y a aucun mérite là-dedans, hein. C'était là, comme je l'ai écrit sur le groupe, c'était logique. Ça fait quand même 3 années de suite que Mathieu Van Der Poel euh, annihile les possibilités de victoire de Tadej Pogacar sur Milan-San Remo 2023 parce qu'il le gagne lui-même avec justement on avait parlé Van Aert, Lecomte et compagnie. 2024 parce qu'il va chercher 2 fois Tadej Pogacar pour le neutraliser et permettre à son coéquipier Jasper Philipsen de régler le sprint du groupe de tête. Et aujourd'hui, c'est le seul qui est capable de lui tenir la roue dans la Cipressa et dans le Poggio en vraiment ne lui laissant pas 1 mètre, ou en tout cas pas plus qu'1 mètre. Est-ce que Tadej Pogacar est tombé sur une bête noire sur Milan-San Remo et est-ce qu'il va trouver la solution pour se débarrasser de ce verrou qui lui empêche d'enchaîner les Milan-San Remo en fait, concrètement? Vas-y, Titien. Bah oui, enfin, Tadej Pogacar, il a quoi, 26 ans? Mathieu Ouais. Van Der Poel, il a 30 ans. Il y a Donc, 4 ans d'écart entre les deux. il y Hein. a 4 ans d'écart, 95, donc 99. oui, enfin, autant avant cette course, j'étais pas persuadé, autant je reste maintenant persuadé que Tadej Pogacar remportera un jour Milan-San Remo, parce que bah voilà, Van Der Poel, il est quand même plus âgé que lui, donc en toute logique, si on suit une carrière normale, il devrait décliner après Pogacar, qui a quand même encore pas mal d'années devant lui. Avant. Voilà. Avant. T'as dit après. Avant. Oui, enfin, Van Der Poel devrait décliner avant Tadej Pogacar. Et puis surtout, il a beaucoup appris aujourd'hui. Il a appris que c'était possible et que c'était un bon moyen de gagner ce Milan-San Remo, de partir dans la Cipressa. Je pense que les sprinters, ils peuvent oublier cette course pendant longtemps et que maintenant, chaque année, on aura ce scénario-là. On a quand même vu une différence, c'est qu'à un coureur près, Pogacar, il aurait fait un numéro de fou toutes les années d'avant. Il a bien vu que dans le Poggio, c'était pas suffisant pour même, il y a encore 10 mecs qui passent derrière et ça arrive au sprint. Donc, je peux t'assurer que chaque année maintenant, on aura une attaque de Pogacar dans la Cipressa, j'en suis quasi sûr, et UAE va encore solidifier son équipe. Voilà, et je pense qu'il manquait un petit étage encore entre. En fait, ouais, Del Toro apparemment s'est fait assez piéger et enfermé au pied de l'ascension. Il a jamais pu remonter. On voit qu'il était dans le groupe des poursuivants. Il a manqué peut-être un petit truc, voilà. Et puis, tu vois, un Van Der Poel qui est 2-3% moins fort, peut-être que Pogacar il s'envole, il prend 10 secondes et il le revoit jamais derrière. Donc, non, pour l'instant, effectivement, cette course, elle va parfaitement à un Van Der Poel qui est à son prime. Oui. Mais ça sera pas forcément toujours le cas. Pogacar, il y a depuis longtemps, il a tellement gagné, mais il a encore pas mal d'années devant lui. Non, maintenant, ça m'a ouvert un peu l'esprit là-dessus. Autant je pensais que c'était la course qui serait la plus difficile à remporter pour lui, autant non, maintenant je pense quand même que il a mis San Remo dans les jambes et qu'il le gagnera un jour. Et Adrien, il y a quand même un point qui est quand même, on va terminer sur un point très positif, c'est que comme Pogacar l'a pas encore gagné, ben, il va du coup essayer de recommencer chaque année et chaque année ça va nous donner un bilan San Remo de fou. Ouais, c'est ça. Faut pas qu'il le gagne trop vite. Non, en fait. voilà, faut pas qu'il le gagne trop tôt, Du comme coup, ça on a des bilans San Remo comme ça. ouais, comme ça, si on peut se régaler chaque année comme ce qu'on a eu cet après-midi, ce serait vraiment exceptionnel. Mais en fait, cette course, elle va parfaitement aux caractéristiques de Van Der Poel. Il faut avoir une très très bonne endurance, ce qu'il a, et il faut arriver à être très explosif à des moments opportuns. Et il faut avoir un sens tactique aiguisé. Et bah là, clairement, pour Van Der Poel est vraiment quasiment intouchable là-dessus. Mais je pense que Pogacar aujourd'hui, il a compris comment, vu quel coureur il est, comment est-ce qu'il fallait faire pour le gagner. Et à mon avis, ça lui donnait énormément de confiance pour les années futures. Et voilà, alors après, à voir comment se débarrasser de Van Der Poel, mais si tu tombes sur une année où il est moins bien, ça peut carrément le faire. Après, il y aura pas non plus Vando comme il y a eu aujourd'hui entre la Cipressa et le Poggio. Ça, c'est aussi un facteur, on en a pas parlé, mais bon, il y avait quand même une minute. Allez en Mais parler justement. Ouais. ça aide aussi à ce que tu puisses partir de plus loin que si t'as vent de face. C'est pas la même histoire, mais ça n'empêche qu'avec avec une minute et comme c'était un peu désorganisé derrière, quand tu regardais le groupe de chasse, il y avait un coureur qui roulait contre les 3 de devant au début. Donc forcément l'écart risquait pas de se réduire, surtout vu les machines à rouler. Donc en fait ça donne
enfin ouais, ça donne plein d'espoir de spectacle. En tout cas, moi, je voudrais vraiment, pour conclure, insister sur ce mot de spectacle absolument extraordinaire. Ouais. Moi, j'ai passé les 30 derniers kilomètres vraiment scotché à mon écran. Je ne pouvais pas rien faire d'autre et avec une intensité absolument incroyable et puis ouais, c'est pareil. Allez, ça attaque, ça repart. Ghana revient, il relâche. Ouah, Van Der Poel, il met un gros contre. Et puis Ghana qui revient dans le final où là, tu te dis, ouais, mais en fait, enfin, c'est vraiment un truc de fou, quoi. Et ça, c'était vraiment, vraiment chouette. Donc, merci Pogacar, merci Van Der Poel d'avoir pu nous offrir des trucs comme ça parce que moi, perso, je regarde un paquet de courses de vélo, mais ça faisait très longtemps que j'avais pas vibré comme ça. Oui, et on remercie ça. Je mets un dernier bémol, c'est justement sur le fait que non seulement il y avait Van Do, mais qu'en plus, si Pogacar n'a pas l'aide tout à fait sympathique des deux machines à rouler qui sont Mathieu Van Der Poel et Filippo Ganna, qui ont peut-être pas tout donné pour le relayer, mais qui ont quand même bien mis la main à la pâte, pas sûr qu'il arrive à créer autant d'écart avec un peloton qui du coup serait un peu mieux organisé, parce que peut-être que du coup les gars d'Ineos, qui est quand même une grosse équipe, pourraient aussi rouler derrière. Il y en avait 2-3 dans le groupe, mais là ils ont pas roulé parce qu'il y avait Ganna. Peut-être que du coup s'il n'y a pas Mathieu Van Der Poel qui est absent d'un Milan-San Remo pour X ou X autre raison, du coup peut-être qu'il y a aussi l'équipe Alpecin qui va rouler pour faire revenir un Philipsen et compagnie. Donc attention à ce scénario, ce qu'on a vu aujourd'hui c'est exceptionnel, il faut l'apprécier pour ce que c'est, mais pas dit que ce soit forcément une stratégie forcément gagnante à cause de ce parcours et de cette physionomie pour Pogacar chaque année. Mais en tout cas, on s'est régalé sur ce Milan-San Remo du siècle. Ouais, oui, le Milan-San Remo, un Ouais. très très grand Milan-San Remo. Je suis ravi d'avoir fait. Je sais pas, Titien, comment on va titrer cette émission, on le sait pas encore, mais moi j'appellerais ça légendaire. En tout cas, c'est un Milan-San Remo légendaire. Ouais, quelque chose comme ça. Et qui restera dans la légende. Hein? Oui, quelque chose comme ça, je pense. Voilà, qui restera dans la légende. Et puis en plus, ça permet aussi de dire qu'on est ravis, on s'approche on l'espère qu'on pourra dépasser avec cette review de Milan-San Remo les 3000 abonnés sur la chaîne YouTube. La saison cycliste, on va commencer tambour battant. Elle ne fait que commencer puisque c'était le premier monument. Et on est ravis de ce succès sur les réseaux. Donc si vous écoutez, vous aimez Radio Fringale et que vous aimez ce qu'on fait avec les collègues, avec nos différents formats, les contre-attaques, les petites reines, les previews, les débriefs, les machins, etc. N'hésitez pas à vous abonner parce que ça nous permet d'être mieux référencés et de savoir que ça vous plaît. Ce qui me permet de faire la transition, messieurs, vers la dernière partie de l'émission, puisqu'il y a une grosse course qui arrive traditionnellement à chaque fois à la fin du mois de mars. C'est le Tour de Catalogne et on voulait en parler pendant 10-15 minutes maximum parce qu'il y a une énorme start list cette année avec à part Pogacar, les principaux leaders des courses par étapes, avec un très beau parcours. Alors, avant de vous lancer justement là-dessus, de vous dire au niveau du parcours qu'il y a beaucoup d'étapes, évidemment, c'est le Tour de Catalogne, c'est une course que, en tout cas, à titre personnel, j'apprécie beaucoup dans le World Tour, avec beaucoup d'étapes pour punchers et également pour grimpeurs, notamment il y a la dernière étape traditionnelle à Barcelone, typiquement pour puncher, avec le circuit final autour de l'Alto de Montjuïc. Mais par contre, je le prononce très mal, excusez-moi, mais par contre, vous avez 3 arrivées au sommet, donc 3 étapes pour pur grimpeur. L'étape 3, l'étape 4 et l'étape 6, qui se terminent chaque fois avec des montées plus ou moins difficiles, mais aux alentours de la niveau première catégorie. Voilà, vous en avez même un col hors catégorie de 20 km lors de l'étape 4, qui est le col de la Creueta. De nouveau, je le prononce très mal, mais voilà, mon accent barcelonais, on va dire, était inexistant, mais qui fait 20 km à plus de 5% de moyenne. Et messieurs, maintenant, vous pouvez voir, consulter le parcours sur Internet avec donc on a dit des gros rendez-vous avec des grosses étapes de montagne. Et messieurs, je vais vous lancer sur la start list et vous allez me dire ce que vous en pensez de ce Tour de Catalogne et sur quelle couleur vous allez regarder. Alors, je vous balance en vrac des noms. On a au départ, évidemment, UAE sans Pogacar, mais avec Pablo Torres, Marc Soler, Adam Yates et leur leader, Johan Ayuso, qui est très très en forme cette année. Les Visma sans Vingegaard, mais avec Simon Yates et Sepkus. Landa et Valentin Paré-Peintre seront là pour la Soudal Quick-Step. Vous avez également du Félix Gall. Il y a Roglic qui est là avec en lieutenant Giulio Pellizzari. Egan Bernal sera présent avec Geraint Thomas, Axel Laurence,
pour l'équipe Ineos. Vous avez Carapaz qui sera là pour Richard Carapaz pour l'UF. Education First, il y aura du Henrik Mas, du Ben O'Connor, qui est-ce qu'on peut encore citer? Christian Rodriguez, Lenny Martinez, bien entendu, j'étais en train d'y arriver, Lenny Martinez qui sera leader unique de cette équipe Bahreïn, du Fortunato, du Lennart van Velt, puis après des équipes invitées, Burgos, Euskaltel, machin, etc. Qu'est-ce que ça vous inspire cette semaine en Catalogne, Titien? Eh ben, je me lance. Le parcours est... Alors, toi, tu dis que c'est une... Enfin, j'aime bien cette course, c'est pas ma course préférée de l'année non plus. Bah, c'est vrai que le parcours est un peu stéréotypé, sauf cette magnifique avant-dernière étape, je trouve, qui permet de lancer la course de loin, qui arrive à Kerat, là, avec cette grosse difficulté finalement au milieu d'étape. C'est l'étape où Pogacar l'année dernière part de très très loin, mais je crois que l'avant-dernier col était un petit peu plus près, mais était plus proche, effectivement. Ouais. Mais sinon, bah après la Molina, c'est très connu, Montserrat, voilà, c'est pas des, c'est pas, il y aura pas de surprise là-dessus. Ce qui est intéressant, c'est que c'est la première vraie montagne de l'année. On a eu un peu de montagne sur Paris-Nice, mais bon, pas de quoi non plus faire de la haute montagne. Là, ça y est, c'est la première course de l'année, si je dis pas de bêtises, où on va avoir vraiment de la haute montagne, et ça va être très très intéressant. Et deuxième chose qui est très intéressante pour moi, c'est la grande répétition générale du Giro. Une grande partie des prétendants à la victoire du Giro sont là, entre les Ayuso, les Roglic, les Carapace, les Simon et Adam Yates, les Landa. Enfin voilà, ils sont venus en nombre répéter leur gamme sur cette course, et ensuite tous ces coureurs-là, normalement, on ne les reverra plus jusqu'au Giro. Donc moi j'ai surtout hâte de voir un petit peu s'il y a un duel entre Juan Ayuso, qui est un peu l'homme fort de ce début de saison, et puis Primoz Roglic. C'est l'affiche que finalement beaucoup annoncent pour le prochain Giro. Voilà, Roglic, il est un peu déçu sur sa rentrée en Algarve. C'est sa seule course qu'il fera ensuite avant le Giro. Donc voilà, est-ce qu'on va avoir un duel entre ces deux coureurs? Moi, je pense que oui, ce sera les deux principaux favoris à la victoire, vu la forme d'Ayuso et vu le profil qui correspond bien à Primoz Roglic. Voilà, après... Bon, ouais, je pense que voilà, c'est principalement ce duel que je vais attendre. Il y a quand même beaucoup de coureurs qui sont pas encore, qui n'ont pas montré de grandes conditions. Des Carapace, des Henrik Mas, ils doivent être un petit peu plus forts. Peut-être que l'arbitre entre Roglic et Ayuso, ce sera Mikel Landa, qui a lui aussi été plutôt pas mauvais sur l'Estradé et sur Tirreno. Voilà. J'attends des... Un parcours qui convient bien à Valentin Paré-Peintre. Ouais. C'est ce que j'allais dire. J'attends des Français qui brillent. Parce que là, pour le coup, autant Valentin Paré-Peintre et Lenny Martinez, chacun sur leur course, dès qu'il faisait froid et dès que ça embrayait, ils étaient un peu en difficulté. Là, on arrive vraiment sur une course, il n'y a pas de chrono. Normalement, les étapes de plat, il y a vraiment 2 étapes toutes plates pour les sprinters et 2 autres qui sont, dont celle de Barcelone et la première, qui sont peut-être pour les punchers. Ils ne devraient pas, en tout cas, se faire piéger sur des bordures, etc. là-dessus. Donc là, franchement, s'il n'y a pas un des deux, et surtout Lenny Martinez, vu ce qu'il a montré quand même en termes de niveau sur les ascensions à Paris-Nice, je serais très déçu qu'il fasse pas un bon classement général. Moi, Lenny, c'est derrière, 5. c'est... Ah bah ouais, enfin l'année dernière il fait 5 ou 6e je crois, un truc comme ça. Ah ouais, mais ça lui correspond bien. Hein. Donc moi je l'attends vraiment au tournant, Lenny Martinez. Je pense que la gagne, ça peut être encore un peu difficile, mais si déjà il nous confirme un bon top 5 après son Paris-Nice, et puis d'ailleurs, enfin je l'attends tout simplement pour aller jouer la gagne sur une des arrivées en montée face au meilleur, vu le niveau qu'il a monté. Oui, mais bien sûr. Il lui manque de la constance, mais voilà. Donc il n'y a pas de chrono. Il n'y a pas de chrono, donc on peut espérer. Alors, je me mets pas des ambitions trop hautes pour pas être trop déçu non plus. Mais tout résultat autre qu'une place dans les 10, les 5 au général me décevra un peu pour un Lenny Martinez qui doit poursuivre sur sa lancée du début de saison. Donc voilà, répétition générale du Giro pour moi. Et puis des Français qui peuvent pas mal briller sur cette épreuve. Adrien, ton avis sur ce Tour de Catalogne, justement, qui, comme l'a dit Titien, est relativement ouvert. Hein, il y a quand même plusieurs favoris qui peuvent prétendre au podium et à la victoire. Et puis des Français, Sivakov, Lenny Martinez, Valentin Paré-Peintre et autres, qui peuvent se montrer. Ce qui est intéressant sur le Tour de Catalogne, c'est que c'est la course World Tour où il n'y a pas de chrono. Et où c'est vraiment typé pur grimpeur. Il y a quasiment pas d'autres genres de coureurs. En tout cas, c'est assez rare. Et dans les meilleurs coureurs du peloton, enfin, voilà, dans la start list, il y a Caden Groves qui
qui devrait remporter des étapes sur le plat comme il a l'habitude de le faire, pas forcément que sur cette course, mais du coup c'est la chance aussi. On parlait des Français, Valentin Paré-Peintre et Lenny Martinez. Quand il faut frotter ou quand il faut rouler tout seul sur un vélo de chrono, c'est pas ouf encore, mais par contre là on est vraiment sur des terrains, des types d'étapes pardon, et ça correspond parfaitement à leurs caractéristiques. Donc oui, moi Lenny Martinez, pour moi il doit finir dans le top 5 et être à la lutte pour aller chercher une étape, et clairement il peut voir viser le podium. Vu ce qu'il a montré, il y a pas de raison, parce qu'on a vu le niveau de Juan Ayuso sur Tirreno, donc qui est vraiment très très fort. Roglic, on demande encore à voir. Sa rentrée était pas fabuleuse. Mikel Landa solide. Je pense que Valentin Paré-Peintre, il fera vraiment l'équipier pour Landa, surtout que c'est le Tour de Catalogne. Donc pour Landa, on sait que c'est quelque chose qui est important. Donc ça m'étonnerait qu'il ait sa carte perso à jouer. Et voilà. Après, on peut avoir des petites surprises, mais il y a des très bons coureurs sur la start list. J'ai hâte de voir Bernal, voir un petit peu ce qu'il va faire. Il avait malheureusement il s'est cassé la clavicule à la Classica Raen. Il va faire son retour, donc déjà un mois après, c'est beau. J'espère qu'il pourra, en tout cas lui l'objectif c'est de revenir, d'arriver en forme sur le Giro. Voilà. Après attendre, qu'est-ce qu'on peut attendre? Si par exemple un coureur comme Félix Gall, clairement il a pas le droit de se planter, parce que ça fait déjà 2 courses par étape où il passe à côté. Il peut... Ouais, normalement oui, mais pour le coup moi à sa place j'aurais un petit peu la pression pour parce que tu peux pas être leader et faire 20e de chaque course. C'est pas, on attend quand même beaucoup mieux de lui, donc voilà, un œil un petit peu plus attentif aussi à sa performance. Et voilà, après ça reste une course qui est sympa à suivre. Et puis ouais, c'est ça, c'est les premières arrivées au sommet qui sont sympas. Et puis il devrait y avoir quand même beaucoup plus de suspense que l'année dernière, où Pogačar avait décidé de remporter 4 étapes sur 7 et d'écraser tout le monde pour bien annoncer la couleur sur sa saison 2024. Donc en tout cas ça devrait être encore plus sympa à suivre. Et pour moi, voilà, avantage Ayuso vu ce qu'on a vu depuis le début de la saison. Mais ça reste très très ouvert derrière. Et puis voilà, il a clairement très bien commencé le début d'année, mais à voir s'il va continuer encore sur ce même rythme, parce que le Giro c'est quand même dans 1 mois et demi, donc c'est encore loin, et ça reste son objectif principal. Oui, et bien entendu, Titien parlait du Giro, bien entendu que dans la semaine avant le début du Giro, on vous fera une preview détaillée du Giro, parce qu'on a parlé du parcours, mais on parlera des coureurs qui vont y participer, des forces en présence, de comment s'est passée leur saison, et ce Tour de Catalogne fera partie des critères qu'on va regarder pour cette preview du Giro. Messieurs, je vous remercie beaucoup pour cette émission. On a parlé d'un Milan-San Remo légendaire qui restera dans les mémoires. N'hésitez pas, chers spectateurs, chers amis de Radio Fringale, à nous dire ce que vous avez pensé de ce Milan-San Remo dans les commentaires, de nous parler des performances, éventuellement de vous faire également, de nous dire ce que vous pensez de cette pronostic au niveau du Tour de Catalogne. Et nous, évidemment, on est pleinement rentré dans la saison. Il y a beaucoup de choses qui arrivent sur Radio Fringale. Les Flandriennes arrivent dans très peu de temps. Et les grosses courses par étapes aussi. On sera ravis de vous en faire la preview et de vous faire également un bilan de ce printemps. En tout cas, plein de belles choses qui arrivent. N'hésitez pas à partager, à suivre les contenus, à lire les articles de nos amis de la rédaction de Radio Fringale. Et bien entendu, Titien, pensez à bien vous alimenter, parce que la Fringale guette, surtout en ce début de printemps. Parfait. Et merci beaucoup à tous, et encore merci aux coureurs pour le spectacle du jour. C'était incroyable. Merci tout le monde, et puis à bientôt. Et bien évidemment, pensez à vous alimenter.